Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve ce week-end pour votre webinaire mensuel. Et cette semaine, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va parler du café. Je l'avais déjà teasé plusieurs fois. Eh bien, on va donc enfin parler du café. Et je l'ai nommé « Est-ce la fin de l'ère du café hors de prix ?» Parce que, si vous le savez, si vous êtes un trader de café, eh bien les prix sont en train de dégringoler. Vous en avez peut-être rendu compte si vous buvez du café, les prix sont peut-être un petit peu moins chers maintenant. Eh bien, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Alors, les prix du café ont chuté brutalement après avoir atteint des sommets historiques en février 2025. Et les campagnes 2025 et 2026 devraient connaître un important excédent d'offres sur le marché, et ce, même avec une production limitée au Brésil. En parlant du Brésil, le pays est confronté à la menace de droits de douane de 50%, qui était théoriquement prévue pour entrer en vigueur la semaine dernière. Les spéculations sur un retrait possible du café de la liste des produits soumis à ces droits de douane, à l'image de l'exemption principalement accordée à la viande, ont alimenté un rebond des prix. Les fondamentaux du marché continuent toutefois d'indiquer une probable surabondance de l'offre, mais malgré cela, le marché reste tendu, comme en témoignent les niveaux de stock et les contrats à terme. On va voir ça tout de suite maintenant. Alors, les prix du café sont en récession technique. Que s'est-il passé? Eh bien, les prix du café se sont durablement orientés à la baisse après avoir atteint un sommet en février, suivi d'une nouvelle hausse marquée en avril. Le cours du café a atteint un niveau équivalent à 4 fois l'écart type par rapport à la moyenne sur 5 ans. Au cours des 20 dernières années, quand il y a eu la même configuration, un tel écart a toujours été suivi d'une correction significative. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Donc, vous voyez les écarts types ici qui sont représentés par ce Z-score. Et donc, les écarts types sont montés jusqu'à 4 et ont chuté ensuite. Donc, les cours du café ont chuté. On a eu la même chose ici en 2012, la même chose ici en 2022-2023, ici la même chose en 2005-2006. Ici on peut voir donc les cours du café, on voit bien la hausse au-dessus des 400$ et la baisse qui s'est ensuite produite. L'ampleur potentielle de cette correction pourrait ramener les prix à proximité de la moyenne sur 5 ans, comme ce fut le cas après la correction de 2022. Les institutions ne disposant pas d'une vision claire de la situation mondiale du marché du café, d'après les données de l'USDA, la campagne 2025-2026 devrait être la 3e campagne consécutive à enregistrer un important excédent d'offres. D'autres institutions soulignent toutefois que les 2 dernières années ont connu un déficit à l'origine de la hausse du marché du café. Le Brésil constitue la principale difficulté dans l'évaluation des fondamentaux actuels. Les estimations officielles ne coïncident souvent pas avec la somme des exportations, de la consommation intérieure et de la variation des stocks. C'est pourquoi l'un des indicateurs les plus pertinents reste le niveau des stocks. On va regarder, juste avant de voir les stocks, on va regarder la production et la demande. Donc on voit ici en rouge la production de café et ici en vert la demande. Donc la production étant supérieure à la demande, on a bien un excédent. Cet excédent est mis en... On le voit bien ici, donc avec cet histogramme vert qui veut dire que on a un excédent. Et ici en rouge, c'était quand on avait un déficit. Donc en 2020, un petit peu avant 2024. En 2024, les stocks de café sont tombés à un niveau historiquement bas et ne représentaient plus que quelques centaines de milliers de sacs, excusez-moi. Même lors d'un léger rebond des stocks, les prix du café ont continué de progresser en lien avec une situation d'approvisionnement qui était tendue. La production au Brésil s'est nettement repliée par rapport à ses pics historiques. Il y a en effet d'abord eu une sécheresse et ensuite, pas de chance, ils ont eu du gel. La production, et notamment la production de Robusta au Vietnam et en Indonésie, a fortement chuté en raison de conditions météorologiques difficiles, ce qui a entraîné une hausse de la demande d'Arabica en provenance de diverses régions du monde. Donc, j'avais dit qu'on parlerait des stocks, on va parler des stocks. C'est ce qu'on voit ici donc en bleu.
attention, l'échelle est inversée, plus cette courbe monte et plus les stocks sont faibles. Et donc on voit qu'on a vu une hausse des stocks qui s'était faite ici en 2024, juste avant que les stocks rebaissent en ce moment, ce qui met plutôt une pression à la hausse sur les prix. Mais vu qu'on a quand même un excédent qui est en train de se profiler, eh bien on a quand même une pression à la baisse sur les prix au total. La production au Brésil se stabilise, bien que l'on évoque fréquemment des problèmes liés aux sécheresses ou au gel, on en parlait déjà. Le caractère biennal de la production brésilienne laisse penser que la campagne 2025-2026 devrait être meilleure que la précédente. Les prévisions tablent toutefois sur un léger rebond de la production. Après plusieurs années faibles en Asie, celle-ci retrouve enfin ses niveaux historiques. De nombreux rapports indiquent que les 2 dernières années ont favorisé la création de nouvelles plantations et qui tirent évidemment parti du prix élevé. En revanche, 2 facteurs pèsent sur la demande, les droits de douane imposés par les États-Unis et la législation européenne sur la déforestation qui est mise en vigueur depuis cette année. Ici, vous pouvez voir la production pays par pays des principaux producteurs de café. Donc évidemment, le Brésil est en première position. Puis vient le Vietnam, et ensuite on a plutôt Éthiopie, Inde, Indonésie, Colombie, qui sont plus regroupés. Selon les données de l'USDA, l'excédent d'offres s'est accru ces dernières années. Si cet excédent se confirme sur le marché, les stocks devraient finir par réagir et se redresser, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix encore plus élevée sur le prix du café. Les premières estimations indiquent que les nouvelles plantations pourraient ajouter jusqu'à 23 millions de sacs de production potentiel au Brésil, rien qu'au Brésil, et ce uniquement sur la prochaine décennie. Bien que l'USDA prévoit une hausse de la demande de café en 2025 et 2026, le niveau élevé des prix commence déjà à peser sur les achats. Excusez-moi. Sur ce graphique, on peut voir la production globale par rapport à la demande. Et donc on voit qu'on a toute la production pays par pays, qu'on avait vu déjà au graphique précédent, mais cette fois-ci mis en relation avec la demande, et donc on voit que la production est supérieure à la demande, c'est l'excédent dont on parlait. Maintenant on va parler un petit peu des droits de douane, parce que c'est un vrai sujet pour le café. On aurait des droits de douane de 50% sur le Brésil, et donc le café qui viendrait du Brésil aux États-Unis. Et est-ce qu'on pourrait avoir du café qui cesserait de circuler du Brésil vers les États-Unis, ce qui serait un impact énorme sur le prix du café. Alors déjà, la majeure partie du café brésilien est exportée vers les États-Unis, qui comptent également parmi les plus grands consommateurs mondiaux. L'imposition de droits de douane de 50% rendra l'importation de café en provenance du Brésil nettement plus coûteuse, forcément. Le Brésil tente déjà de réorienter ses exportations vers le marché asiatique. Toutefois, il convient de noter que la Chine ne représente que moins de 2% de la demande mondiale et l'Inde à peine 1%. Alors sur ce graphique, on peut voir un petit peu quels sont les pays qui sont le plus grand marché de café. Donc les États-Unis est en réalité le premier marché de café, suivi de l'Allemagne. Je n'aurais pas dit comme ça, mais en réalité les Allemands boivent énormément de café. Puis on a les Italiens, les Belges, les Japonais et les Pays-Bas. Et finalement la France n'est même pas dans ce graphique. Donc on apprend vraiment des choses avec le webinaire. Nous observons actuellement l'un des plus importants écarts de prix entre les États-Unis et le Brésil. Bien entendu, l'existence d'un tel écart est normale en raison de l'absence de production aux États-Unis. Cependant, au premier semestre, les États-Unis ont importé d'importants volumes de café par crainte de l'instauration de droits de douane. Les entrepôts étant saturés, la demande, même sans les droits, aurait de toute façon conduit à une baisse des prix. Il convient également de mentionner l'effet des droits de douane sur le cuivre. Au final, ceux-ci ont entraîné la disparition de l'écart de prix aux États-Unis par rapport au marché mondial. Donc sur ce graphique, on peut voir un petit peu ce premium, cet écart de prix entre les prix aux États-Unis et les prix au Brésil. Et donc on voit que cet écart des prix n'a jamais été aussi haut depuis au moins les 15 dernières années. Donc forcément, ces droits de douane sont pris en compte dans les prix aux États-Unis. Le Brésil, qui représente près de 40% de la production mondiale, est le principal acteur déterminant les prix sur le marché, évidemment. Théoriquement, le reste du monde disposera de davantage de café.
Toutefois, la référence principale demeure le prix fixé à New York, en tout cas pour l'instant et pour le futur prévisible. Le marché de New York devra donc attirer d'autres fournisseurs. En revanche, on pourrait assister à une baisse significative des volumes échangés sur le marché américain au profit d'un transfert vers l'Europe, et ce notamment pour le Robusta. D'ailleurs, le nombre de positions ouvertes sur le café est actuellement au plus bas depuis plusieurs années. Ici, ce que j'appelle le nombre de positions ouvertes, c'est l'open interest. Si le café venait être exempté des droits de douane, les réactions pourraient être mitigées, évidemment. Néanmoins, suite à une telle suggestion, les prix ont commencé à augmenter. Le Robusta connaît actuellement une baisse des prix plus rapide que l'Arabica, en lien avec une forte augmentation de son offre. On continue avec, on va regarder un petit peu l'histoire du café, en tout cas dans l'histoire des prix du café avec la saisonnalité et ce qu'en pensent les spéculateurs. Et donc, que peut-on attendre de l'analyse des comportements passés dans les prix du café? Alors, le recul actuel par rapport au sommet historique ressemble fortement au précédent repli observé. On constate que théoriquement, la baisse pourrait se poursuivre encore plusieurs mois, à condition que la situation de l'offre ne se dégrade pas. Alors je sais que le graphique est un petit peu chargé, donc je vais surtout vous montrer un petit peu. Donc ici, en noir, on a les prix du café en 2025, et ce qu'il faut retenir, c'est en rouge, on a la moyenne de tout ce qu'il y a avant. Et donc, qu'est-ce que ce graphique représente? Eh bien, ce graphique représente la performance du café juste avant et juste après qu'il ait atteint un nouveau plus haut historique. Donc ici, on a le jour 0, c'est le moment où il a atteint un plus haut historique, et ensuite, c'est ce qui s'est passé pour les prix. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, on a une forte baisse des prix du café après un plus haut historique. Et donc pour l'instant, on est à moins 33%, et en moyenne, on va jusqu'à moins 44,7% jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a encore de la marge, a priori, pour une baisse des prix. Alors évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ça peut toujours donner un indicateur de plus dans sa stratégie. Bien que le début d'année était excellent pour le café, on le sait, on a eu atteint un plus haut en février, les prix ont ensuite fortement chuté et ont évolué globalement en accord avec les tendances saisonnières. Cependant, la phase de repli se poursuit encore. Donc ici, on voit un petit peu les performances, cette fois-ci du 1er janvier au 31 décembre, avec donc les performances du café. Et donc, on voit le plus haut de 5 ans ici en vert, le plus bas de 5 ans en jaune, la moyenne à 5 ans en bleu, et en rouge, on a nos prix à nous sur le café. Et donc, on voit qu'on a eu une bien meilleure performance que les plus hauts de 5 ans, jusqu'à ce qu'on repasse finalement sous la moyenne, et puis finalement, on arrive ici à la plus mauvaise performance des 5 dernières années. Mais si on suit un petit peu ce qui pourrait se passer après pour la moyenne à 5 ans, on pourrait observer un petit peu une stabilisation des prix avec une nouvelle hausse en fin d'année. Alors, la saisonnalité à long terme, elle, suggère que la période difficile pour le café devrait progressivement toucher à sa fin. La majeure partie du café récolté au Brésil lors de la dernière campagne arrive désormais sur le marché, qui pourrait bientôt se concentrer sur la prochaine saison. Néanmoins, une production record est attendue pour la saison à venir, ce qui pourrait être encore une pression supplémentaire à la baisse sur les prix. Donc ici, on voit la saisonnalité donc, à 5 ans, 10 ans et la saisonnalité long terme. Donc la long terme, c'est celle qu'on voit ici en pointillé rapproché. Et ici en vert, on voit les prix pour cette année. Et donc on voit qu'on a plutôt des prix qui augmentent en deuxième moitié d'année. Donc on a une saisonnalité qui est plutôt favorable pour le café. Mais évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les positions longues ont été réduites depuis le début de l'année, tandis que les positions courtes ont récemment commencé à repartir à la hausse. Néanmoins, compte tenu du positionnement historique, un potentiel important de nouvelles ventes reste à prévoir ou pourrait être observé sur les marchés. Alors, sur ce graphique, on voit un petit peu les positions nettes des spéculateurs sur les marchés. Donc ici en rouge, on voit le prix du café, et ici en bleu, les positions nettes. Donc pour rappel, les positions nettes, ce sont les positions longues moins les positions courtes. Et donc on voit qu'on a vu une très forte augmentation des positions nettes avant une chute assez abrupte très récemment.
Et ça, on le voit un petit peu les détails ici avec les positions longues en vert et les positions short en rouge. Et donc on voit qu'on a eu à la fois une baisse des positions longues et une légère hausse des positions courtes. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce graphique, vous pouvez aller regarder en description. Il y a un lien pour une vidéo qui est la vidéo qui explique comment marche le rapport CFTC, dans laquelle j'explique à quoi sert le rapport CFTC, comment l'utiliser et comment il permet de produire ce genre de graphiques qui sont extrêmement utiles. Alors on va conclure avec avec un petit résumé de ce qu'on a vu. Théoriquement, une augmentation de la production mondiale devrait intervenir prochainement, tandis que la demande pourrait continuer à se contracter sous l'effet des prix élevés. La demande américaine pourrait diminuer significativement, en particulier pour le café brésilien, quelle que soit l'imposition des droits de douane élevés. L'histoire montre que cela ne marque pas nécessairement la fin de la baisse, même si la situation reste tendue. Le prix du café se stabilise actuellement entre 280 et 310 cents la livre. En l'absence de signal clair lié à la demande ou à l'offre, le potentiel de nouvelles baisses demeure important, mais évidemment il n'est pas certain. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Mardi, vous allez retrouver Antoine qui va faire le Good Morning Market. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et donc on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission Matières premières et fondamentaux. C'était Mathis Mouflet pour XTB.